Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. On est le 29 mars 2024, il est 10h en France et 18h au Japon et on est ensemble pour un nouveau numéro de Soft Power, votre matinale pop culture préférée de Gotham City, à l'exception de toutes les autres. Matinale durant laquelle on va faire tranquillement mais sûrement le tour de l'actualité pop culture de la semaine passée, toujours à l'affût des tendances et autres dispositifs planqués derrière toutes ces œuvres qui font les gros titres et les news industrie du moment. L'œil toujours rivé évidemment sur les travailleurs et travailleuses culturelles et avec comme liant tout le long de l'émission des extraits de bandes originales d'animés. De retour aussi cette semaine après une petite pause forcée. La semaine dernière, le petit élu de la prophétie ayant pris ses aises en ma demeure, ayant eu beaucoup de choses à professer la semaine dernière. Mais je suis bien là aujourd'hui, plus garni de passion et plus dégarni de cheveux que jamais. Et je compte sur vous pour être là en direct aussi la semaine prochaine pour la 50e de Soft Power. Venez nombreux et nombreuses, vous verrez, il n'y aura absolument rien de spécial, ça va être incroyable. Cette semaine, les gens dans Soft Power, une émission intitulée « Je mets les pieds où je veux, Little John » et c'est souvent dans la gueule, célèbre tirade de Chuck Norris dans Portée disparue 3, puisqu'on découvrira ensemble les premières images de Darkness of Man, le nouveau Jean-Claude Van Damme, Revenge Movie poussiéreux ou John Wick à 3 cacahuètes et demie, ce sera à vous d'en juger, mais on en profitera pour revenir sur la fin du marché du direct ou DVD dans lequel ce Darkness of Man aurait pourtant dû s'inscrire. On fera également un gros point mastoc sur la Game Developers Conference, cet énorme événement de l'industrie du jeu vidéo réservé aux professionnels qui a lieu chaque année à San Francisco et qui cette année aussi, dans une industrie en proie au licenciement et à un avenir de la création pas tout à fait ensoleillé, a révélé une fois de plus, s'il le fallait encore, qu'il était avant tout un formidable terrain de lutte pour les travailleurs et travailleuses de l'industrie. On parlera également vignettes à collectionner suite au point réalisé cette semaine par le média australien The Conversation au sujet de Fanatics, très grande entreprise américaine de vignettes à collectionner, actuellement en procès avec Panini et accusée de pratiques anticoncurrentielles et d'une tentative plus que tentée, vous verrez, de constituer un énorme monopole. Sueur froide garantie, et sueur froide les gens, parlons-en, puisqu'on embarquera ensemble à bord d'un simili Nostromo pour découvrir les premières images d'Alien Romulus, 7e film de la franchise de science-fiction et d'horreur Alien, film qui aura la très lourde tâche de dessiner l'avenir de la saga après le rachat du studio 20th Century Fox par Disney en 2019, ou plutôt d'en redessiner le passé, et c'est de ça dont on parlera. On ira également faire un tour du côté de la France pour un rapide point chiffre sur la santé du cinéma français en 2023, année qui a vu notamment un retour au niveau pré-pandémie. Il y aura 2-3 petites choses à en dire, on y reviendra, et c'est pas Jojo. Mais avant que nous voyions tout ça ensemble, je vous propose de débuter, vous le savez, par la bande-annonce de la semaine. Mais cette semaine, les gens, une bande-annonce beaucoup moins punchy, beaucoup moins ricaine et beaucoup moins financée aussi qu'à l'accoutumée. Alors préparez votre cire infusée au menthol pour faire couler toutes les larmes de votre corps. Ouvrez en grand les rideaux qui laisseront entrer, passer une lumière beaucoup trop vive pour être naturelle. Et surtout, parlez de dos. Oui, parlez constamment de dos. De dos et rien que de dos. Les gens, mis en contexte, il est 22h, l'heure de la frime. Fumie et Takeshi sont ci et là autour d'un kotatsu, beaucoup trop chaud pour la saison. Soudain, Takeshi détourne le visage. « Écoute, Fumie, il faut que je te parle. »« Oui, Takeshi, tu ne veux pas finir ton okonomiyaki d'abord ? » ?»« Chut, ne m'interromps pas, Fumie-chan. »« Ok, je voudrais qu'on divorce, Fumie-san. »« Oh non, Takeshi, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Désolé, Satohara-san, je ne savais pas comment te le dire plus tôt. Je comprends, mais pourquoi me le dire de dos, à 500 mètres de moi, alors que je suis enceinte de 8 mois et que nous ne sommes qu'au premier jour de nos 8 semaines de vacances à Ibaraki pour nos 3 semaines et demie de mariage ? Ça, c'est le moment où Takeshi est mutique. C'est le début des sanglots. Voilà, les gens, je vous ai résumé le scénario de Yuming Stories, cette nouvelle série japonaise produite par NHK, l'entreprise publique derrière les stations de radio et télévision du service public japonais, la seule par ailleurs. Résumé au passage, qui vous servira également à couvrir 90% de la production sérielle du pays. C'est cadeau, ne me remerciez pas. Yuming Stories, donc, une série un peu particulière dans son format, puisqu'il s'agit de 12 épisodes de 15 minutes diffusés sous forme d'anthologie. Je vous
Je vous explique, il s'agit de 3 histoires différentes inspirées des célèbres chansons de Yumi Matsutoya, surnommé Yuming, immense star des années 80-90, avec plus de 42 millions de disques vendus au compteur. Seul artiste à avoir eu un album numéro 1 chaque année dans les charts du classement Oricon, et ce pendant 18 ans d'affilée. C'est énorme. 3 histoires inspirées de ces chansons, donc comme la série First Love sur Netflix a pu l'être par les chansons de Utada Hikaru. Je vous en parle régulièrement dans Soft Power. Regardez First Love. 3 histoires, plusieurs scénaristes, réalisateurs et réalisatrices, et des acteurs et actrices de premier plan. Kaho, Daichi Kaneko, Haili Katagari, Ayumu Nakajima, Kumiko Aso, Aoito, Crystal Kay, la chanteuse aussi, pourquoi pas, carrément, etc., etc. Le tout pour conter des histoires qui combinent, nous dit-on, la créativité et la nostalgie afin de mieux générer chez le spectateur et chez la spectatrice, et surtout chez la spectatrice, un sentiment de tristesse lui donnant envie d'aller de l'avant, comme absolument toutes les séries japonaises de l'existence. Arrêtez de faire ça, je n'en peux plus. Oh Satoru, je suis si heureuse qu'après 11 épisodes à nous tourner autour, nous puissions enfin vivre ensemble. C'est tellement dommage que dans les 2 dernières minutes du dernier épisode, je doive t'annoncer mon proche décès du fait de ma maladie foudroyante qui est née d'un trop plein bonheur et d'amour pour mon prochain. Je te lègue tout ce que j'ai, Satoru, je te lègue absolument tout ce que j'ai, y compris cette dette colossale de 3 fois le PIB du pays. Bon. Un peu de mal avec les dramas japonais ces dernières années, mais vous m'avez compris. Et donc, avec ce Yuming Stories, les gens vont s'enchaîner, et ont commencé par ailleurs de s'enchaîner pendant 3 semaines, un peu tous les jours, ces petits épisodes de 15 minutes à raison de 4 épisodes par semaine. Et ce qui est intéressant avec ce format et cette série en particulier, c'est qu'elle est donc pensée pour remplir le format Yorudora, le format série du soir, ce créneau de diffusion de séries très prisé des annonceurs, après 22h30. Bienvenue au Japon. Yorudora, un créneau longtemps employé par la NHK pour attirer un public plus jeune, ayant la vingtaine ou la trentaine, principalement des femmes, pour lesquelles étaient alors produits des séries réalisées par des jeunes, écrites par des jeunes, comprenez eux-mêmes plutôt autour de la trentaine. En tout cas, ça, c'était sur le papier, un créneau qui a beaucoup bougé de jour et qui a pu disparaître pendant des mois, voire des années avant de revenir ci et là, et qui a notamment été remis en place il y a 2 ans, en avril 2022, pour tenter de faire face à une problématique que vous connaissez bien également en France, la désertion du médium télévisuel par les jeunes, a fortiori dans un contexte où une enquête de l'Institut de recherche de la culture de la radiodiffusion de NHK de 2022 relevait déjà que près de la moitié des jeunes de la génération Z, âgés de 15 à 20 ans, ne regardaient pas la télévision, même une fois par semaine, et quand ils le faisaient, c'était soit pour des programmes très précis qu'ils choisissaient de regarder, beaucoup de sport par ailleurs, soit en faisant autre chose et en mettant la télévision en bruit de fond, par exemple. Ni une, ni deux, en pleine panique, les cadres de NHK de 75 ans se sont réunis dans une salle en tatami et se sont dit « Bon, ils aiment quoi les jeunes là ? Ils aiment bien le TikTok là ? Eh ben allez, on leur fait des programmes très courts, comme ça ils pourront scroller dans leur tête. Et on fait comme les programmes du matin, mais on colle ça le soir, et tous les jours, tous les soirs. » Voilà. Et ça, c'est en tout cas ce que souligne Satoshi Masaaki, le directeur général de la radiodiffusion chez NHK. Je le cite, « Les séries matinales trouvent un écho auprès de la jeune génération via les réseaux sociaux et les émissions manquées. Il y a une tendance à préférer les contenus plus courts. J'espère que les gens pourront regarder ces séries nocturnes comme ils regardent déjà les séries matinales. » Ces séries matinales, les gens, c'est tout un lore au Japon. Je vous passe les détails pour le moment, on en reparlera un de ces 4. Mais il faut bien imaginer qu'elles sont tout un pan important de la culture japonaise à elles seules, qu'elles font et défont des carrières, qu'elles se connectent aux autres industries culturelles et à d'autres émissions de la NHK. Il y aurait beaucoup à en dire. Bref, objectif de ce créneau, les gens, Yorudora Next Gen, faire en sorte que les jeunes japonais et les jeunes japonaises se disent en voyant ces nouvelles séries, voilà, ça, c'est une série faite pour moi. Fini les 1 fois par semaine d'antan, bienvenue aux 4 jours par semaine par tranche de 15 minutes, le tout concentré sur seulement 3 semaines, faudrait pas lasser, et surtout, comme le souligne le communiqué NHK, faudrait donner envie de revenir le lendemain et d'en discuter sur les réseaux sociaux, etc., avec une rediffusion des épisodes de la semaine le vendredi, pendant la nuit, histoire de savoir si au bout du compte, Takeshi va payer ou non la prestation compensatoire. Spoiler, non, il la payera pas. Ça, plus un résumé de 2 minutes le week-end qui suit. Non, définitivement non, vous ne pourrez pas manquer cette série, c'est impossible. Et vivement, par ailleurs, que ce Yuming Stories se termine, les gens, puisque juste après,
Juste après, il y aura Buyar Ojisan no Hatsukoi, l'histoire d'un quarantenaire célibataire qui va tomber amoureux d'une jeune fille dans la réalité virtuelle. Oui, absolument les problématiques des jeunes japonais, sans aucun doute, c'est ça. On croirait le pitch d'une vidéo de Louis-San. Regardez-moi ça, les gens. Bref, des mini-séries à dose thérapeutique tous les jours qui n'ont pas encore aujourd'hui le succès escompté, celui-ci étant encore très dépendant du genre qui va être exploré, du concept, des acteurs, des actrices et donc de telle ou telle série. Ce créneau ayant pu connaître ces dernières années des succès, comme les séries Tsukurita Yonna, Totabeta Yonna ou Miwa-san, mais en même temps, peut-être que pour toucher davantage le cœur profond des jeunes japonais et des jeunes japonaises, comme le soulignent publiquement des représentants de NHK, et bien sûr, au-delà des questions techniques et d'accessibilité, il serait peut-être un peu plus parlant de passer moins de temps à caricaturer les nouvelles générations avec des histoires de divorce à 40 ans et des intrigues en réalité virtuelle datées comme si elles avaient été pitchées à la sortie du Virtual Boy de Nintendo en 1995, et plus de temps à traiter par la fiction nombre des angoisses et des questionnements qui traversent ces nouvelles générations plurielles, comme en témoignent de nombreuses enquêtes réalisées ces dernières années sur la question, le rapport au vieillissement de la société, les disparités économiques, l'urgence climatique, la dépréciation du yen, le rapport au travail et aux pressions sociales correspondantes, celui à la famille traditionnelle japonaise ou des questions relatives au genre, toutes ces questions qui ne trouvent pas écho et qui ne peuvent structurellement pas trouver écho dans ces bouts de séries de 15 minutes, là pour faire le lien entre l'avant et l'après de la programmation NHK, comme s'il suffisait de diffuser des shorts YouTube en prime time pour que les pratiques culturelles s'en retrouvent changées du tout au tout. Bref, les gens Yuming Stories, ça se terminera donc cette semaine sur NHK, ça s'est même terminé hier si je calcule bien. Et voilà, si ça vous intéresse, vous savez qu'il y a toujours moyen de voir les épisodes quelque part où vous pouvez scroller, comme vous continuez de le faire, bon nombre de Japonais et bon nombre de Japonaises, et probablement encore un certain temps. Ce qui est connu, mais jusque-là, dans les équipes de films, on voyait quand même essentiellement comme femme la script et la maquilleuse ou la coiffeuse. Et il y avait le côté comme ça, il faut bien qu'il y ait deux petites femmes dans une équipe. Et enfin, c'était un peu la main au panier, le sourire, le charme et tout ça. Tu veux pas me donner un café cocotte? Bon. Ce lundi, le Centre national du cinéma, le fameux CNC, a publié son rapport annuel de la production cinématographique 2023, l'occasion de faire un bilan, ou en tout cas une partie du bilan de l'industrie cinématographique française de l'année écoulée, un bilan qui est drivé par une idée forte, un retour remarqué de la production cinématographique française à son niveau pré-pandémique, avec 298 films agréés en 2023. Rappelez-vous, on en avait déjà parlé, il y a tout un système d'agrégation, notamment de production, pour déclencher les calculs de soutien financier, et donc c'est ces films agréés qui sont à l'étude. 298 films donc qui permettent à la production française de retrouver son niveau de 2017-2019, une hausse principalement portée par l'augmentation des films d'initiative française, ces films principalement financés et produits par la France, qu'ils soient entièrement français ou réalisés en coproduction internationale par ailleurs. Tout ça, c'est des questions de degré d'implication dans la coproduction qui vont déterminer votre attachement ou non à cette catégorie de films d'initiative française. Coproduction qui, dans les faits, sont majoritairement réalisées avec la Belgique, puis avec l'Allemagne et l'Italie. Coproduction d'ailleurs qui, là aussi, ont, avec 120 films, atteint le niveau moyen des années 2017-2019, tout en marquant une baisse dans le pourcentage de films agréés. Autrement dit, l'année dernière, on a produit davantage de films entièrement français, même si parfois, il faut le dire vite, plus en tout cas que de coproduction, ce qui n'avait pas été le cas en 2022 où la levée des restrictions des déplacements avait mis un coup de boost à la collaboration internationale. Et tout ça est d'autant plus vrai que le bilan retient aussi que 79% des jours de tournage ont été localisés en France, ce qui est un peu plus élevé que le niveau d'avant-crise pour des raisons notamment financières que vous comprenez bien, et ce malgré les incitations fiscales de bon nombre de pays à la production. L'étude pointe aussi une forte augmentation du nombre de films du milieu dont la production est à son plus haut niveau depuis 2004. Ces films du milieu, ce sont ces films entre 4 et 7 millions d'euros de budget par ailleurs qui ont profité l'année dernière d'une nette augmentation du montant global investi dans la production agréée pour ainsi se placer en moyenne autour de 4,78 millions d'euros, ce qui en fait le budget moyen le plus élevé depuis 6 ans. Il faut d'ailleurs préciser que l'année dernière, c'est le double de films par rapport à 2022 qui a eu des budgets supérieurs à 20 millions d'euros. C'est le Comte de Monte Cristo qui arrive, c'est le biopic de Gaulle d'Antonin Baudry, on regardera pas, c'est Monsieur Aznavour de Mehdi Idir et de Grand Corps Malade, etc., etc. Et tout ça pour un budget total de l'industrie en hausse, puisqu'il a atteint 1,34 milliard d'euros en 2023, soit 13,6 points de plus qu'en 2022. Voilà, je ne vais pas vous assassiner de chiffres non plus. Qu'est-ce
Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce rapport ? Je pourrais vous dire que le nombre de films d'animation français a augmenté, plus 5 films pour un total de 18 pour l'année 2023 par rapport à 2022, que les documentaires, eux, au contraire, sont passés de 54 en 2022 à 40 en 2023, que Canal+ est toujours le premier bailleur de fonds parmi les diffuseurs, que l'investissement des plateformes de streaming a doublé en 2023 pour un total de 48 millions d'euros, tendance dont on a déjà beaucoup parlé ici. Mais les gens, ce que retient aussi le rapport, c'est une baisse des productions réalisées par des femmes en 2023. L'année dernière, elles étaient seulement 28,3% à réaliser des films en France contre 30,7% l'année d'avant, ce qui était déjà éclaté en fait. Mais ne vous inquiétez pas, vous le savez les gens, vous le savez, vous suivez l'émission, vous suivez aussi les autres vidéos YouTube de tout un tas de gens. Le CNC, c'est cette gauche woke, un politique qui avance à peine masqué et qui finance des projets d'unboxing politique sur le YouTube et qui donc dans sa partie consacrée à la répartition des réalisateurs selon le genre a écrit noir sur blanc, je le cite, une part de femmes réalisatrices en recul mais qui se maintient à un niveau élevé. Un niveau élevé. 28,3%. Dites que c'est trop carrément, comme ça on les supprime, on gagnera du temps et ça me fera gagner du temps aussi en termes d'analyse. A fortiori qu'il y a un côté tout à fait démobilisateur de pointer le caractère élevé d'un tel chiffre, comme le racontait l'actrice Agnès Zaoui en 2020, le rappelle le média Les Nouvelles News, lors des assises du collectif 50-50. Dans sa jeunesse, elle était extrêmement fière de clamer à l'étranger que 20% des films en France étaient réalisés à l'époque par des femmes, avant d'y repenser des années plus tard et conclure lors des assises sur cette très forte remarque qui tient encore largement le pavé aujourd'hui. Je la cite: « Quelle puissante acceptation de mon infériorité m'avait fait me réjouir d'un chiffre aussi minable ». Solide. Et je pourrais rappeler de manière générale que dans le rapport du CNC, les femmes sont encore largement surreprésentées, mais alors surreprésentées dans les métiers du costume, du maquillage, de la coiffure et sous-représentées dans la plupart des autres postes. Le rapport soulève aussi d'importants écarts de salaire horaire moyen entre femmes techniciennes et hommes techniciens, sauf dans le maquillage, où les femmes sont très légèrement mieux payées que les hommes. Excellent. Excellent, bravo, félicitations, bravo à elle, un niveau élevé, bien sûr. À noter qu'il existe depuis 2019 un bonus parité mis en place par le CNC de 15% sur le soutien accordé par le CNC au film qui aura dans ses équipes autant de femmes que d'hommes dans ses principaux postes d'encadrement. Bon, je rentre pas dans les détails parce qu'il y a tout un barème spécifique à chaque type d'œuvre, mais ce bonus a été grosso modo donné à un bon tiers des productions filmiques de 2023, ce qui est assez raccord avec les autres chiffres sur la place des femmes dans l'industrie, qui font d'autant plus tâche en plein mouvement MeToo de l'industrie, les gens. Bref, voilà pour ce bilan 2023 des productions cinématographiques françaises du CNC. Je ne fais pas plus long, mais maintenant vous saurez la prochaine fois que vous lirez en titre d'article partout dans la presse « Retour au niveau pré-pandémique » qu'il ne s'agit pas que d'une histoire de gros sous. Les gens, vous le savez, dans l'espace, personne ne vous entendra crier que la franchise Alien, initiée en 1979 par Ridley Scott, est au point mort depuis des années. Une pas forcément aussi mauvaise nouvelle, il faut le dire, après les absolues catastrophes qu'avaient été les films Prometheus en 2012 et Covenant en 2017, deux œuvres sans aucun sens dans la diégèse des films Alien et qui s'étaient à l'époque largement autant vautrés en réception commerciale qu'en réception critique, scellant, le pensait-on encore à l'époque, le destin d'Alien à tout jamais, sauf que, tapis dans l'ombre d'un vaisseau spatial à la dérive, prêt à se jeter sur ses proies pour mieux pondre en elles ses progénitures toutes plus identiques les unes que les autres, se trouvait la plus dangereuse des créatures de l'univers,
Disney qui, après le rachat de la 20th Century Fox et de ses franchises en 2019, s'était dit que celle initiée par Ridley Scott en 1979 avait quand même encore tant et tant de choses à dire moyennant finance. Et ils n'étaient pas les seuls par ailleurs, puisque quelques mois avant le rachat, en février 2019, c'est James Cameron, réalisateur notamment du deuxième opus, qui avait déclaré qu'il travaillait à la relance du projet Alien du réalisateur Neil Blomkamp, qui s'était pris un énorme stop par Ridley Scott quelques mois plus tôt et qui s'en reprendra par ailleurs quelques mois après. En juin 2020, c'est Brandywine Productions qui s'attelle à l'élaboration d'un scénario pour un Alien 5 centré sur Ripley. Proposition absolument audacieuse, il faut le dire, absolument audacieuse. Projet resté au point mort. Merci beaucoup. Merci, vraiment. Et en 2022, après des rumeurs d'un troisième préquel à la saga Alien que personne n'avait envie de voir, le journal The Hollywood Reporter rapporte le travail d'un nouveau film Alien. Cette fois, ni une suite, ni un préquel. Et c'est bien ce film dont vous venez de voir les premières images à l'instant. Alien Romulus, donc film réalisé par Fede Alvarez, un habitué du cinéma d'horreur déjà derrière la plutôt chouette relance de la franchise Evil Dead en 2013 et derrière le plutôt Don't Breath, la maison des ténèbres en 2016. Fede Alvarez qui réalise donc cette Alien Romulus sur un scénario coécrit avec Rodo Sayagues, son bras droit de toujours à l'écriture. Avec au casting Kylie Spenny, David Johnson, Archie Renault, Isabella Merced, Spike Fern et Aileen Wu, un casting qui a la particularité d'avoir entre 20 et 25 ans et qui a tous les attraits d'un pur casting de slasher movie, ce qui est un peu devenu parfois la franchise Alien, il faut le dire. Et que dire les gens de ces premières images, si ce n'est que tout est fait pour renouer avec le film original, voire littéralement que tout est fait pour renouer le film original, avec ses longs couloirs parfois spacieux, souvent étriqués, où il est difficile de fuir son prédateur, ou en l'occurrence sa prédatrice, avec cette esthétique globale très empruntée au jeu Alien Isolation qui lui aussi se construisait beaucoup sur l'ambiance de l'Alien original, avec ce plan très iconique de fin de bande-annonce sur Kylie Spenny qui n'est pas sans rappeler la mise en valeur de Ripley du film de Ridley Scott, et avec bien sûr cette sirène lancinante qui tient toute la bande-annonce et qui fait directement écho à celle du film original. Tout est fait pour déclencher en vous tous les empans amnésiques Alien qui s'étaient bien planqués dans votre cerveau depuis la sortie des spin-offs Alien versus Predator et qui espéraient ne jamais avoir à replay tout ça. Le tout, vous l'aurez compris, dans un objectif à peine voilé de retrouver l'essence du film original et de la saga. Oui, les gens, d'accord, ok, retrouver l'essence. Sauf que, il me semble qu'il y a un problème dans cet exercice de retrouver l'essence de la saga. On est en 2024. Bien sûr, il a beaucoup été écrit et on a beaucoup parlé des œuvres de la franchise Alien, notamment des deux premiers films, assez différents l'un de l'autre, abordant tour à tour leur rapport à la masculinité, à la féminité, l'un et l'autre travaillant la question des trajectoires du corps féminin de manière très discutable parfois par ailleurs, leur rapport à la croyance, à notre rapport au nouveau, à l'inconnu, au destin, au rapport des films aussi, vite fait, au capitalisme, même si là, il faut savoir doser, et encore tout un tas d'autres thématiques qui tissent ces films complexes, mais il me semble qu'on aurait tort d'oublier ce qui est pourtant essentiel dans la constitution de ces films. Alien de Ridley Scott et Aliens de James Cameron sont avant tout deux œuvres majeures de science-fiction profondément influencées par le contexte sociopolitique et culturel des États-Unis des années 70 puis des années 80. Quand Alien de Ridley Scott sort en 1979, les États-Unis traversent une période de profonde mutation sociale, économique et politique, dans une époque marquée par la guerre froide, la crise pétrolière, par les premiers jours de la Terre et leurs manifestations en faveur de l'environnement, bien sûr, mais aussi une époque où la Cour suprême américaine vient de statuer sur la célèbre affaire Roe versus Wade, sur la constitutionnalité des lois qui criminalisent ou restreignent l'accès à l'avortement, à une époque où les émeutes de Stonewall en 1969 ont marqué un coup d'envoi quant aux différents mouvements pour les droits LGBT, à une époque où toute une contre-culture pousse les questions de sexualité, de rapport hors mariage, de genre, de rapport à la famille, à une époque aussi où le sida devient un sujet, une crainte latente qui peut vous atteindre n'importe quand, à une époque enfin où ces profondes mutations vont entraîner avec elles tout un tas de mouvements réactionnaires et marquer un virage fortement droitier de tout un pan de l'opinion. Et je pourrais également vous parler du poids évident de l'ère Reagan sur la production de Aliens de James Cameron, le deuxième opus de la franchise. Donc en bien des aspects, mais notamment dans son rapport à la famille
nucléaire américaine. Et c'est précisément, les gens, pour cette raison de nécessaire contextualisation qu'il me semble bien absurde de reprendre plan par plan, cadre par cadre, icône par icône, les éléments des premiers aliens au plus haut premier degré possible pour cet alien Romulus. Et je vous dis ça d'autant plus que cet alien Romulus n'est pas le seul projet alien en cours, qu'on sait qu'une série télévisée alien est prévue pour Disney+ pour l'année prochaine avec Noah Hawley aux manettes, le créateur notamment de Fargo. Noah Hawley qui précisément s'était fait défoncer il y a quelques années sur les réseaux pour avoir souligné qu'il comptait pour sa série Alien explorer de nouvelles thématiques pour la franchise, et notamment celle des inégalités grandissantes entre les personnes, ce qui ont fait dire à beaucoup trop de gens dans beaucoup trop d'endroits différents qu'il travaillait à wokiser et à politiser la franchise Alien. Oui, ok. D'accord. Alors, je sais que je suis plutôt partisan personnellement du on s'en cogne du message d'une œuvre, mais quand même, les gars, évitez de couper le film au moment où vous arrivez sur le menu du DVD. Il y a un moment où il faut cliquer sur commencer ou regarder ou lire avant de poster sur les réseaux sociaux. C'est mon conseil, c'est gratuit. Puisque, évidemment, on peut ne pas être d'accord avec cette thématique en particulier. On peut la trouver anhistorique ou dépassée, même si là, encore, il me semble qu'il faut faire de sacrés exercices de souplesse du bulbe rachidien. Mais il me paraît difficile de reprocher à Noah Hawley de précisément vouloir raconter avec cet alien, comme tous les autres l'ont fait avant le sien, quelque chose sur son temps et quelque chose de son temps, en espérant que la bande-annonce de cet alien Romulus soit un rien mensongère et que le film en ait beaucoup plus dans le ventre au point que ça puisse éclater à tout moment et tuer la moitié de l'équipage au passage, bien sûr. Ça, on verra. En tout cas, les gens... Alien Romulus, ce sera le 14 août prochain en salle, en espérant que ce soit quand même un peu sympa à l'arrivée, puisque si dans l'espace personne ne vous entendra crier, c'est tout de suite beaucoup moins vrai dans les salles ou sur les réseaux sociaux. Il est 18h42 au Japon, il est 10h42 en France. Vous êtes toujours dans Soft Power, la matinale pop culture du vendredi 10h midi. C'est l'heure de la pause musicale de cette semaine, une pause tranquille, très d'ambiance cette semaine, vous verrez. Et on se retrouve juste après pour les premières images de Darkness of Man, le nouveau Jean-Claude Van Damme, un film pas tout à fait aware du marché dans lequel on aurait pu s'attendre à le voir. On fera le tour également de la Game Developers Conference qui cette année s'est fait parfois à contre-cœur, on en reparlera. La chambre d'écho des licenciements et des craintes qui traversent l'industrie du jeu vidéo depuis des mois. Et on parlera enfin de ce qui est en train de se jouer aux États-Unis autour de la grande entreprise Fanatics qui travaille consciencieusement depuis des années à prendre le monopole des vignettes à collectionner. Fans de cartes Panini, préparez-vous, cette actualité sera pour vous. Mais il va falloir être un tout petit peu patient les gens, puisque juste avant, je vous propose d'écouter le titre de la semaine sur Soft Power. Bonne écoute. Vous êtes toujours dans Soft Power, la matinale pop culture, matinale que vous pouvez suivre en live sur Twitch tous
les vendredis de 10h à midi, mais aussi également quelques heures après en VOD sur YouTube ou en audio sur toutes les plateformes de podcast, plateformes où je vous invite encore et toujours à laisser des évaluations, des pouces bleus, des commentaires, des étoiles, tout ce que vous pouvez. C'est ce qui soutient au mieux largement l'émission. Si vous faites partie du fameux 1% mondial, déjà bravo à vous, félicitations. Et vous pouvez également soutenir l'émission financièrement en passant par ma page Patreon, dont le lien est en description de la VOD, des podcasts ou dans le chat si vous suivez l'émission en direct. Je travaillerai un peu pour rendre plus clair ce à quoi vont servir les dons dans les prochains mois. Par ailleurs, pour être le plus transparent possible, on va peut-être faire ça dès la semaine prochaine. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne Twitch, soit directement, soit en utilisant le sub gratuit inclus dans votre abonnement Prime. Profitez-en, dans 20 ou 30 semaines, il n'y en aura plus. Tous les liens en description, dont celui vers le Discord de l'émission. On a désormais une section dédiée aux photos de tofu. C'est incroyable, on peut difficilement faire mieux. Et ça me permet aussi de vous tenir au courant de l'actualité de l'émission, des prochaines sorties, des VOD de discussion qui n'arriveront absolument jamais, etc., etc. Vous venez d'entendre le morceau Neural Network, extrait de la bande originale de l'anime Yokoso Jitsu Ryokushijo Sugi no Kyoshitsue, souvent abrégé en Yojitsu. Merci de penser à moi, merci beaucoup, infiniment. Adaptation animée de la série de light novel éponyme, écrite par Shogo Kinugasa et illustrée par Shun Sakutomose, mise en animation par le studio Laluke et en musique par Kana Hashiguchi, que je crois pas avoir déjà présenté dans Soft Power. Kana Hashiguchi qui est encore très jeune dans l'industrie et en ce qu'elle a travaillé sur une poignée de bandes originales d'animés seulement, parmi lesquelles l'excellente bande originale de Fate Apocrypha, la toute aussi bonne bande originale de A3 et celle qui m'a un tout petit peu moins plu, mais quand même, Nokemonotachi no Yoru. Kana Hashiguchi qui devrait continuer de travailler sur tout un tas de bandes originales à l'avenir et dont je vous invite pourtant à découvrir le travail dès maintenant. Neural Network de Kana Hashiguchi, c'était le titre de la semaine sur Soft Power. You want another? Yeah, just leave the bottle, please. Rough night tonight. Come on! Jaden, do you know where you would be if I wasn't here to protect you? You would be dead like your mother. Your extended family business, it's complicated. We are close. Need to start paying. Back out, old man. I said back the... You are a dead man. The Russians, they took Jaden. Why would they take Jaden? It was a setup. I'm coming to save you. A true vigilante. You made it personal. What you saw today was just a taste. Where's the kid? Who are you? What the... Remember now? I made a promise to your mother to protect you for the rest of my life. Watch out! Après être descendu de son grand écart de 2 camions lancés à pleine vitesse sur le périph' de Paris et après avoir siroté un petit verre d'eau histoire de se désaltérer, après tout dans 20-30 ans il n'y en aura plus, même si dans certains endroits du globe ça a largement déjà commencé, voici que Jean-Claude Van Damme, la légende, The Muscle from Brussels, personnification du Belgian Dream, revient pour ce film dont vous venez de voir les premières images ou d'entendre les premiers échos de claques dans la tétasse si vous suivez l'émission en podcast. Darkness of Man
Man, l'obscurité d'un homme, ou l'obscurité de l'homme, ou l'obscurité du travail du chef-op, puisqu'on voit que dalle, en français dans le texte, Darkness of Man, nouvelle réalisation de James Cullen Bressac, habitué des directs ou ben à ordures, derrière les chefs-d'œuvre d'inanité qui ont été Fortress avec Bruce Willis, Beyond the Law avec Steven Seagal et Hot Seat avec Mel Gibson, évidemment. Oui, comment ? Un pattern, vous dites ? Je vois que vous êtes des cinéphiles. Foncez aussi voir son segment de l'anthologie Virus of the Dead. C'est une dinguerie, les gens. Bref, James Cullen Bressac derrière le Carnage, derrière la caméra, donc pour ce Darkness of Man, et également en partie derrière le scénario du film, un coécrit avec Aletea Cho et Jean-Claude Van Damme lui-même. Jean-Claude Van Damme, qui incarnera également Russell Hatch, un ancien agent d'Interpol ayant juré de protéger le fils d'une informatrice tuée des années plus tôt lors d'un raid qui a mal tourné. Protéger ce fils, quoi qu'il en coûte donc, et ce même si celui-ci est pris en plein milieu d'une guerre de gangs qui va amener Russell Hatch à être aware de la surface du crâne de tous ses ennemis au contact de ces grosses paluches de bûcherons. Bref, les gens, ça va casser des noisettes et pas qu'entre ses fesses. Aux côtés de Jean-Claude Van Damme, on retrouvera également Shannon Doherty, oui, Beverly Hills Charmed, absolument, Kristanna Loken, les gens, Kristanna Loken, Terminator 3, Blood Rain, il y a tout pour me plaire là-dedans, c'est incroyable. Et aux côtés aussi d'Emerson Mine, de Sticky Fingers, de Peter Jay et de Andrei Ivchenko. Andrei Ivchenko, qui avait joué dans XXX Return of Xander Cage. Bref, les gens, la crème de la crème, bien qu'un tout petit peu rance au passage. Alors, bien sûr, on pourrait aborder ce Darkness of Man de plein de façons différentes. On pourrait parler de sa place dans la carrière de Jean-Claude Van Damme, littéralement perdu entre un film avec Kev Adams et un autre avec Michael Youn. Et c'est pas une blague. Désolé de vous l'avoir appris. Vous saviez qu'il allait y avoir aussi une suite à la franchise Kickboxer. Encore ? C'est cadeau. Empoisonné, en tout cas, sans doute. On pourrait aussi parler de la classification rated R du film, imposant au moins, sur le papier, au moins 17 ans, d'être accompagné d'un parent ou d'un tuteur adulte pour voir ce film. Classification qui a pu et qui peut encore aujourd'hui être à elle seule un argument marketing pour ces films à plus faible budget, autant afin de mieux viser les amateurs et amatrices de ces films de table, de ces comédies torrides, de ces films d'horreur un peu crasse-pec habitués de cette classification. Et précisément, il y aurait à dire sur le fait que la majorité des films américains ont été classifiés rated R depuis l'invention de ce système de classification et qu'on assiste aussi depuis quelques années par ailleurs à un développement du rated R aussi dans les films à énorme budget poussés par les succès de Joker, d'Oppenheimer, de Deadpool, etc. Mais ce n'est pas sur ces angles que j'aimerais porter votre attention pour ce Darkness of Man. Non, j'aimerais plutôt vous amener à cette remarque que je me suis faite en voyant ces premières images, ou en tout cas en essayant de les voir, vu la qualité des éclairages du film, puisqu'après les avoir vus, je me suis dit que ce Darkness of Man avait définitivement toutes les caractéristiques d'un direct to DVD, sauf que les direct to DVD, ça n'existe plus vraiment. Rappel pour les plus jeunes d'entre vous, le direct ou DVD, ou plus généralement le direct ou vidéo, c'est cette stratégie de distribution qui privilégiait la sortie d'une œuvre audiovisuelle directement sur des formats de vidéo domestiques en lieu et place d'une sortie en salle. Une stratégie qui a toujours participé d'un imaginaire d'œuvres de mauvaise qualité, du fait d'un budget moyen de production assez faible, mais aussi du fait que beaucoup de studios, majors comme indépendants, y avaient vu là un terreau fertile à des tournages vite fait mal faits de projets à concept que tout le monde savait structurellement médiocres à tout niveau, en espérant, malgré ça, pouvoir toucher le gros lot à l'arrivée. Bien sûr, tout ça est infiniment plus complexe que ce que je vous en dis, et il faudrait aussi parler de la starification de certains acteurs et de certaines actrices qui se sont fait spécialistes et de direct ou vidéo, Dolph Lundgren, Steven Seagal, Manuel Valls. On pourrait parler aussi de toute cette économie parallèle du direct ou DVD qui s'est développée, notamment une économie des suites et des préquels de gros films de salle, qui s'offraient notamment des suites beaucoup moins grosses, mais beaucoup plus sales. Et il y aurait par ailleurs aussi toute une distinction, les gens, à faire entre les œuvres fondamentalement pensées heure 1 pour une sortie exclusivement sur DVD, de celles qui visaient une sortie en salle, mais qui ne l'ont pas obtenue. Et beaucoup à dire aussi sur tous ces studios, tous ces acteurs de l'industrie du cinéma qui profitaient du direct ou DVD pour proposer des œuvres souvent transgressives, parfois subversives, qui n'auraient pas pu trouver de diffuseurs en salle quoi qu'il arrive, comme en ont témoigné par exemple bon nombre de productions latino-américaines du début
des années 2000 qui travaillait à dépeindre la marginalisation des communautés latino-américaines aux États-Unis et notamment la vie à la frontière avec le Mexique. Bref, l'économie du direct to DVD, sauf que à la fin des années 2000, le marché du DVD commence à décliner, entraînant avec lui une contraction de l'offre, des baisses importantes de budget. Bon nombre de studios tentent de maintenir leur production de value en délocalisant encore davantage leur production en Afrique et en Europe de l'Est. Les plus gros d'entre eux, type Disney, privilégiant la vente de DVD à leur location pour pallier au maximum les manques à gagner, avec tout un système de programmes, fidélité, de bonus, pendant que les indépendants, eux, peinent désormais à faire financer leurs œuvres, les avances ou autres garanties minimales offertes par les acheteurs-distributeurs diminuant également, quand ces dits indépendants n'ont pas été poussés à simplement mettre la clé sous la porte. Et on le comprend bien, puisque selon SNBC, entre 2006, un an après le pic, et 2019, les ventes de DVD aux États-Unis ont diminué de pas moins de 86%. Sauf que fin des années 2000, les gens, et début des années 2010, vous le savez, c'est aussi la large démocratisation d'Internet, de la DSL, et conjointement le développement de nouvelles pratiques culturelles adoptant rapidement les services de streaming vidéo, de plus en plus au détriment du format physique, quel qu'il soit. En 2014, Netflix, c'est déjà 40 millions d'abonnés, et déjà là aussi de grosses séries au compteur, comme Star Trek, La Quatrième Dimension, Twin Peaks, Mad Men, dès 2011. Bref, dans un monde où très rapidement 3/4 des foyers américains sont abonnés à un service de streaming vidéo, l'économie du direct to DVD a largement été remplacé dans bon nombre de pays par l'économie du made for streaming, invitant bon nombre de studios à revoir de fond en comble leur structure de production pour mieux produire sur ces plateformes de streaming nouvelles, plateformes qui se sont faites et se font encore alors l'agrégat de tout un tas de films et de tout un tas de genres, les thrillers softcore et les films de Noël habituellement réservés au direct ou vidéo, côtoyant désormais sans honte les plus grosses productions de l'année, le tout en participant de changements radicaux des processus de production, mettant une forte pression sur les équipes pour la vente initiale de leur œuvre, a fortiori qu'elles ne toucheront pas de paiement résiduel plus tard. Le tout dépossédé aussi de questions, de fenêtres, d'exploitation, de marketing ou de rapports au public qui ne leur appartiennent désormais plus, mais aussi en participant de changements radicaux dans les processus de diffusion et de réception de ces mêmes œuvres. On a déjà beaucoup parlé ici et on s'est déjà beaucoup plaint également du long travail réalisé par ces entreprises de streaming de glissement d'un paiement pour la propriété d'une œuvre à un paiement pour l'accès à cette même œuvre, avec tout ce que ça implique de dépendance à ces services et à leur bonne gestion de leur catalogue. Tout ça entraînant les gens des prises de conscience tout à fait importantes qui ont amené aussi ces dernières années à un léger regain des ventes d'objets physiques, de DVD, de vinyle, etc. Mais ce ne sera pas le cas de ce Darkness of Man, totalement un direct ou vidéo, totalement un direct ou VHS ou DVD, dans la forme, dans le ton, dans le casting, jusque dans sa catchphrase. Les gens, écoutez ça bien, les lois peuvent ne pas être respectées, contrairement aux promesses. Bref, les lois, les gens peuvent ne pas être respectés contrairement aux promesses, même si j'aurais pas mal de noms à citer qui respectent ni l'un ni l'autre en vrai. Mais pour revenir à ce Darkness of Man, un direct to DVD à destination exclusive des plateformes de streaming, donc lesquelles on ne sait pas encore, mais ce qu'on sait, les gens, c'est que ce sera le 21 mai prochain et il faudra peut-être en profiter à ce moment-là. Des films comme ça, à ce rythme, dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. J'avoisine les 1 million de vignettes. Ça cesse de grandir. Maintenant, un jour, j'arrêterai d'en acheter parce qu'il va falloir tout vendre avant que je prenne ma retraite. Bon, c'est pas pour maintenant. C'est un peu comme du bon vin, ça se bonifie. C'est né d'un pari avec un ami qui est arrivé à une soirée avec un album Panini qui était offert par Le Parisien. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était un véritable business sur Internet, que les vignettes Panini, notamment sur le sport, qui est devenu quand même un marché très lucratif. Et quelle Donc les gens, on va parler un petit peu de tout ça. Il est temps de ressortir votre album de vignettes Panini, du nom de cette maison d'édition italienne connue pour ses albums d'images autocollantes à collectionner sur tout un tas de thématiques différentes, de Barbie au 101 Dalmatien, en passant par les Schtroumpfs, par Yu-Gi-Oh, par Keanu Reeves et bien sûr tout un tas de sports et d'athlètes correspondants qui ont fait le cœur du succès de la marque pendant des décennies. Des vignettes qu'on s'échangeait de montant dans les cours de récréation contre des morceaux de silex pour faire du feu et ainsi chauffer notre hippocampe
Coast en hiver. Quelle époque, les gens, quelle époque. Bref, si vous n'étiez pas au courant, sachez que non seulement la marque existe toujours, mais qu'elle n'a même jamais été aussi puissante que maintenant, avec ses 1 milliard ou ses quasi 1 milliard de chiffre d'affaires réalisés chaque année depuis 2018. C'est sûr que les 1015 € nécessaires à dépenser pour obtenir l'album officiel Panini FIFA World Cup Qatar 2022, ça aide, a fortiori que ça représente littéralement 1964 heures du travail des ouvriers qui ont aidé à construire les stades au Qatar. Excellent, merci. Sauf que tout ça, les gens, ça pourrait bientôt changer dans les prochaines années, comme l'ont souligné récemment plusieurs articles de différents médias, dont le média australien The Conversation, qui cette semaine est revenu sur l'extraordinaire progression d'une société concurrente à Panini, Fanatics. Fanatics, les gens, vous n'êtes pas prêts. Fanatics, ce détaillant américain en ligne de vêtements et d'articles de sport sous licence que Michael Rubin, énorme businessman désormais milliardaire, a racheté en 2011 pour le fusionner avec JSI Commerce, une entreprise de commerce électronique qu'il avait fondée 13 ans plus tôt pour mieux revendre le tout à eBay pour la modique somme de 2,4 milliards de dollars avant de racheter la partie Fanatics, à savoir racheter l'activité de commerce électronique de produits sportifs par laquelle eBay n'était pas intéressé. C'est dire si les gars ont eu le nez plein, bravo à vous. A fortiori qu'avec tous les liens que Michael Rubin entretenait avec les principales ligues sportives américaines, Fanatics va en quelques années devenir l'acteur dominant dans presque tous les aspects du secteur des licences sportives. Les brassards sportifs, c'est Fanatics. Les maillots et autres t-shirts d'équipe, c'est Fanatics. Les chapeaux et les gros doigts en mousse là comme ça que vous pouvez brandir en finale de la Coupe du Monde de baseball ou en Conseil des ministres, c'est Fanatics. Et bien évidemment, a fortiori devant un léger déclin de ses ventes de vêtements et de goodies sportifs ces dernières années, les cartes et vignettes à collectionner sous licence officielle, c'est désormais Fanatics. Et donnez-moi encore 1 minute les gens, 1 minute, et vous saurez désormais quelle vignette coller à côté de la définition de monopole dans le Larousse de cette année. En 2012, l'entreprise rachète son rival Dreams avec une levée de fonds de 150 millions de dollars. En 2015, c'est le détaillant internet britannique Kitbag qui y passe. Le fabricant de vêtements de sport et d'articles dérivés et fournisseur d'uniformes MLB Majestic Athletics, c'est en 2017. Wincraft en 2020, juste la principale société de biens matériels et de produits promotionnels sous licence. Mais surtout, les gens, en 2022, il y a 2 ans, pour le sujet qui nous intéresse, Fanatics rachète Topps Company, les gens, l'une des plus grandes sociétés de cartes à collectionner américaines, mais surtout rien de moins que le seul fabricant de cartes de baseball à détenir dans les années 2010 une licence auprès de la Major League Baseball. Quand je dis dans les années 2010, ça faisait en réalité des décennies que Topps entretenait un monopole sur la question, n'hésitant pas par ailleurs à réutiliser en boucle d'une année à l'autre les mêmes photos de joueurs, la célèbre incitation à l'innovation des monopoles, vous le savez. Monopole qui avait fini par être brisé par un tribunal fédéral en vertu du Sherman Antitrust Act, cette loi fédérale américaine qui interdit les activités restreignant le commerce interétatique et la concurrence sur le marché. Monopole brisé qui avait donné lieu à une explosion du marché de cartes à collectionner et qui, devant la perte de valeur de leur business, avait poussé dans le courant des années 2000 certaines ligues à réaccorder de nouveau des licences exclusives à des fabricants de cartes afin d'en limiter le nombre sur le marché. La boucle est bouclée, d'où le retour, vous comprenez maintenant, au monopole de Topps sur la Major League de Baseball dans les années 2010. Oui, sauf que à force de prédation et d'une campagne définie à minima par les connaisseurs et connaisseuses de l'industrie comme agressive, Fanatics finit par acquérir en 2021 les droits exclusifs de production de cartes à collectionner, de vignettes à collectionner, de la Ligue de baseball, de la NBA et de la NFL Players Association, écrasant au passage son rival Topps, qu'elle finira par racheter 1 an plus tard, en 2022, donc pour environ 500 millions de dollars, faisant de Fanatics de fait la plus grande cheville ouvrière d'un marché estimé à plus de 40 milliards de dollars. Ça en fait des heures de travail pour faire des stades. Oui, vous pensiez peut-être que l'histoire allait s'arrêter là ? Bienvenue dans Soft Power. Non, bien sûr que non, Fanatics ne va pas s'arrêter là, puisque l'objectif de l'entreprise de Michael Rubin, c'est de mettre la main sur tout le processus de production, cherchant au passage à supprimer tous les intermédiaires possibles. L'année dernière, Fanatics prenait une participation majeure dans le capital de GC Packaging, le leader des impressions de cartes, dont le plus gros client était jusqu'alors Panini. Tiens, quel hasard. Dans la foulée, l'entreprise rachète le 2e plus grand marché en ligne de cartes, le PWCC Marketplace, littéralement les tenants et les aboutissants, les gens. Et je ne vous parle pas de toutes les histoires de débauchage des employés de la concurrence et notamment de chez Panini. Bref,
une très manifeste tentative de remonopolisation du secteur américain des vignettes à collectionner qui a amené il y a quelques mois Panini, qui craint notamment de subir le même sort que bon nombre d'autres acteurs du milieu qui au fil des années et des rachats se sont simplement fait évincer du marché, a déposé une plainte antitrust contre Fanatics alléguant de la création d'un tout nouveau monopole couvrant plusieurs ligues et plusieurs associations de joueurs de l'industrie et fustigeant, je cite, une conduite calculée, intentionnelle et anti-concurrentielle. Ce à quoi Fanatics avait répondu au micro de ESPN, je les cite, « Le procès de Panini est un dernier effort sans fondement de la part d'une entreprise qui a perdu le contact avec ses consommateurs, échoue sur le marché et tente sans succès depuis des années de se vendre », ce qui est exactement ce que dirait quelqu'un qui est en train de monter un monopole de vignettes à collectionner. Et on en est donc là aujourd'hui, les gens, fin mars 2024, en plein cœur d'une affaire qui devrait prendre encore des mois, voire des années, où le juge américain va devoir statuer sur les pratiques de Fanatics, potentiellement anticoncurrentielles, et statuer au passage sur la licéité de ces fameux accords de licence exclusive qui ont permis au fil des années à l'entreprise de bâtir sa position dominante. Question qui avait déjà été portée en 2010 devant la Cour suprême et qui avait été arrêtée d'être vite répondue après que les parties ont finalement réglé l'affaire à l'amiable, et question qui est donc revenue ces derniers mois et qui devra être cette fois vite répondue dans les prochains. Réponse qui devrait être tout à fait déterminante pour l'avenir de ces licences exclusives et conséquemment de toutes ces vignettes à collectionner. Mais ce qui est sûr, les gens, c'est qu'il va en falloir des albums pour aller classer toutes ces douilles. My name is Alana Pierce and I'm a AAA video game writer, though you may know me as a content creator or podcast host, and I am here because I am so unbelievably excited to tell you all that I'm writing and hosting this year's GDC Awards. I love this show so much. I've been in the room for so many of them and it's just an honor to be able to host this year's show. I kind of can't believe. Et c'est parti pour le petit tunnel du jour, puisque la semaine dernière s'est tenue de mardi à samedi la Game Developers Conference, la GDC, ce grand salon où se rencontrent chaque année à San Francisco les professionnels de l'industrie du jeu vidéo. Salon durant lequel, et ce pendant plusieurs jours, s'enchaînent à un rythme effréné, expositions, moments de réseautage, remise de prix, basés sur un vote de pairs dans l'industrie, ce qui est une rareté, conférences, tables rondes et annonces diverses et variées autour du développement du jeu vidéo. Comprenez annonces des dernières techniques, des dernières technologies, voire de nouveaux jeux carrément. Une édition très attendue cette année dans un contexte tout à fait particulier de l'industrie du jeu vidéo qu'on a déjà décrit ici à plusieurs reprises, contexte que les organisateurs de la GDC avaient exploré en collaboration avec l'entreprise de recherche Omdia en janvier dernier, avec la mise en ligne de leur enquête annuelle sur les tendances et les perspectives de l'industrie du jeu pour 2024. Petit rappel, une enquête reflétant le point de vue et la situation de quelques 3000 travailleurs et travailleuses de l'industrie du jeu vidéo qui s'y sont exprimés, et dans laquelle on apprenait notamment qu'un tiers des développeurs et des développeuses avaient été touchés soit directement, soit indirectement et dans leurs équipes par les très nombreux licenciements qui ont fait l'industrie du jeu 2023 et dont le nombre devrait encore largement exploser cette année. Des licenciements qui ont majoritairement touché, nous dit l'enquête, les travailleurs et travailleuses de l'assurance qualité qui ont pour charge de vérifier qu'un produit ou un service en cours de développement est conforme à telle ou telle exigence. Presque un quart des développeurs et des développeuses interrogés de cette fameuse QA ont été juste licenciés durant l'année. À noter que les travailleurs et travailleuses des affaires et de la finance sont celles et ceux qui ont déclaré avoir été le moins licenciés durant l'année 2023, ce qui est tout à fait étonnant. Regardez, je suis surpris, vous voyez un petit peu. De là à y voir carrément un lien, voire tout un symbole, il n'y a qu'un pas et wow, regardez, j'ai les pieds qui avancent tout seuls, c'est incroyable, ça fait beaucoup de pas. Bref, large licenciement de l'industrie, les gens auxquels il faut ajouter des préoccupations de plus en plus larges quant aux utilisations éthiques de l'intelligence artificielle et quant à l'évolution des politiques et des tarifs dans des moteurs de jeu. 84% des développeurs, les gens, 84% des développeurs et des développeuses ayant indiqué être à minima préoccupés par l'arrivée des IA génératives dans leur profession. 84% dans un environnement démocratique, ce serait absolument fou. Et on pourrait parler aussi, comme on a pu le faire aussi ici par ailleurs, des préoccupations liées à des conditions de travail de plus en plus précaires et à des structurations du travail visant de plus en plus l'atomisation des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo. À noter par ailleurs dans cette enquête qu'un quart des développeurs a déclaré avoir une certaine forme de politique de retour au bureau obligatoire dans leur entreprise, a fortiori dans la production de gros jeux AAA très coûteux où ce pourcentage peut atteindre 40% des travailleurs et des travailleuses. C'est énorme
énormes, mais pourquoi tant vouloir les faire revenir à l'entreprise pour de très grosses productions? Tiens, étrange. Bref, c'est ce contexte, les gens, dépeint en janvier qui devait trouver d'une façon ou d'une autre un écho, une réponse peut-être, dans cette édition 2024 de la Game Developers Conference, un salon qui n'a pas toujours eu une image aussi clinquante que d'autres auprès du grand public, plus habitué aux annonces surprises de grands jeux spectaculaires et d'interventions de Shigeru Miyamoto avec des boucliers en plastique et de Keanu Reeves à moitié bourré pour dire c'est toi qui est époustoufle, de toute façon le jeu il est buggé là. Bon, bref, un salon qui a toujours eu une certaine propension à laisser un peu plus de place que d'autres à celles et ceux qui font de jeux vidéo, de par son histoire, de par son nom aussi. Mais même si cette édition 2024 n'a pas manqué cette année d'annonces en tout genre, il faut le dire, on avait Unity qui présentait la 6e version de son moteur de jeu en essayant de se racheter une image après l'énorme scandale qui a touché au financement de la plateforme il y a quelques mois. On avait Epic Games avec son événement State of Unreal, un événement très chargé durant lequel l'entreprise derrière Fortnite a dévoilé tout un tas de choses concernant son moteur de jeu Unreal Engine, mais aussi sur Unreal Editor of Fortnite qui permet d'exploiter, de libérer la créativité de tout un tas de jeunes joueurs et de jeunes joueuses à travers le monde pour le compte du jeu Fortnite. Je vous passe les détails, mais on a eu notamment le droit à des premières annonces de jeux qui avaient aussi pour fonction d'être des étendards techniques et visuels pour les mises à jour de l'Unreal Engine, comme le jeu Marvel 1943 Rise of Hydra d'un côté, avec ses animations faciales ultra photoréalistes pour ces personnages très très réalistes qui vont pouvoir nous tenir très réalistement des lignes de dialogue visiblement toujours aussi claquées, et d'un autre côté des premières images pour Dune Awakening, où pour le coup, mea culpa, des animations faciales de haute qualité permettront peut-être d'en avoir un petit peu plus chez Timothée Chalamet. En tout cas, on l'espère, et la boucle est bouclée par ailleurs, puisque le film a aussi utilisé l'Unreal Engine pour la planification et la pré-production du film Dune Part 2. Je passe très vite sur les milliards de choses qu'on pouvait retrouver durant ce salon, puisque beaucoup de développeurs et de développeuses sont revenus sur certains de leurs travaux, comme lorsque les équipes de Super Mario Bros. Wonder ont dévoilé des concepts et des effets finalement inutilisés dans le jeu. C'était plutôt chouette à suivre. On avait aussi des déclarations marketing de toutes les boîtes possibles et inimaginables. Microsoft qui présentait des initiatives pour soutenir les développeurs indépendants, pour promouvoir l'inclusion, l'inclusivité, annonçant notamment le soutien à plus de 3500 titres d'indépendants, dont 100 titres proviennent d'Asie du Sud-Est, d'Afrique et d'Inde. Preuve de leur inclusion. Attendez, 100 sur 3500 ? Mais c'est que dalle. Enfin bref, voilà, il y avait aussi dans cette GDC pas mal de lobbies, d'acteurs de l'industrie venus se positionner dans celle-ci, comme le Pakistan, venu avec toute une délégation et 6 grosses entreprises pour faire beaucoup de B2B et rappeler que le pays dispose d'un potentiel encore largement à exploiter pour l'industrie, avec plus de 200 studios représentant 1% du marché mondial et affichant en un an une croissance de 120%. Tu m'étonnes. Et puis, bien sûr, les gens, la GDC, c'était aussi un moment de conférence donné dans tous les sens et de remise de prix à la fameuse Game Developers Choice Award, qui cette année a vu le jeu Hi-Fi Rush récompensé pour le Best Audio, Zelda Tears of the Kingdom pour le Best Innovation, ou encore Baldur's Gate 3 récompensé dans pas mal de catégories, dont les prestigieux jeux du public et bien sûr jeux de l'année. Sauf que cette fois, les gens, contrairement à la grande cérémonie de fin d'année des Game Awards dont on avait parlé dans l'émission en décembre dernier et où les travailleurs et travailleuses récompensés avaient été sortis coup de pied au cul de la scène au bout de 30 secondes, quand bien même ils rendaient hommage à l'un de leurs collègues décédés pendant la production, sauf s'ils avaient ici là un petit badge Hideo Kojima, Rest in Peace Shinzo Abe. Là, à la Game Developer Conference, nombreux sont celles et ceux qui ont profité de cette cérémonie de remise de prix, mais aussi de la GDC au global et de son exposition pour taper du poing sur la table et remettre en lumière les problématiques de l'industrie et plus encore, d'où les gens de chez Mediterranea Inferno qui ont rappelé que les éditeurs et les propriétaires de plateformes avaient l'obligation de s'assurer que les développeurs et les développeuses non seulement survivent mais prospèrent, d'où l'équipe d'Anthology of the Killer intégrant un gigantesque « Fuck l'armée israélienne et vive la Palestine libre » dans leur vidéo de présentation, d'où ce grand discours de l'animatrice Alana Pierce qui, quant au licenciement de l'industrie, fustigeant méthodiquement celles et ceux
qui préfèrent troquer le bien-être des développeurs contre le profit des actionnaires, mais d'où aussi ce panel intitulé « C'est le moment » où travailleurs et travailleuses se sont enchaînés pour défendre la nécessité de se regrouper, voire de se syndiquer pour répondre à un rapport de force de plus en plus violent avec les décideurs de l'industrie. Des travailleurs sont licenciés, peu importe combien de temps ils ont consacré leur vie à travailler dans une entreprise et quel que soit leur résultat, les gens ont peur que leurs moyens de subsistance leur soient retirés à tout moment et c'est exactement pourquoi nous devrions former des syndicats maintenant, soulignait Chrissy Felmes, représentante de l'Alliance internationale des employés de scène, un discours dont on a déjà beaucoup parlé et qu'on a beaucoup soutenu dans Soft Power, a fortiori dans un contexte plus général où les plus jeunes travailleurs et travailleuses du jeu vidéo sont 157% plus susceptibles que les plus âgés de soutenir ces mouvements de syndicalisation, toujours selon l'enquête de début d'année de la GDC. Une réponse à ces milliers de licenciements qui ont eu lieu ces dernières années. 8500 en 2022, les gens plus de 10 000 l'année dernière et qui promet encore de battre tous les tristes records cette année. Bref, un cri du cœur de bon nombre de travailleurs et de travailleuses qu'il fallait parfois prendre au sens littéral. Je vous montre ça. Attention à vos oreilles, les gens. Ce que vous venez de voir ou ce que vous venez d'entendre si vous êtes en position latérale de sécurité en train d'écouter le podcast de l'émission, c'est le GDC Scream, un court événement qui s'est tenu en face du Moscone Center où se déroulait la Game Developers Conference, événement durant lequel une cinquantaine de développeurs et de développeuses se sont réunis sur les coups de midi pour crier aussi fort que si Emmanuel Macron avait été réélu une troisième fois. Alors évidemment, c'est un peu cringe, on est d'accord. On est plus proche d'une performance artistique pour un éveil des consciences écologiques qu'un début de grève générale qui serait pourtant 1000 fois de bon ton d'appeler. Et les organisateurs eux-mêmes, par ailleurs, avaient un peu lancé ça à moitié en plaisantant. Mais il me semble qu'on aurait tort de sous-estimer la puissance médiatique de ce genre de happening. La preuve, un certain nombre de médias, pas nécessairement spécialisés dans le jeu vidéo, s'en sont fait le relais, les amenant très concrètement à devoir parler des conditions de travail dans l'industrie. Et quelque part, j'en parle un peu aussi. Du coup, je sais pas, continuer de crier dans des parcs, même si, attention, les gens, Vulgadroit et dans le chat, R623-2 du code pénal, les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe que vous pourriez ne pas pouvoir payer du coup, puisque vous avez été licencié par attrition naturelle. Ça m'énerve. Bref, la Game Developers Conference cette année encore était aussi un événement politique et je dis encore puisqu'il faut se souvenir que régulièrement des travailleurs et travailleuses ont pris position pendant l'événement pour défendre tel ou tel point. On peut se souvenir de Tim Schafer en 2015 qui taclait fortement le mouvement du Gamergate qui en a repris une couche cette année suite à l'affaire Sweet Baby dont on parlait il y a 2 semaines dans l'émission. Et ça, les gens, sans parler des nombreuses conférences qui ont eu lieu pour parler des intelligences artificielles génératives. Et les gens, c'est précisément sur ceci que je voudrais porter votre attention pour cette GDC 2024, car il me semble qu'il ne faudrait pas s'y méprendre et voir peut-être dans le salon une sorte d'événement progressiste en soutien des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo, comme beaucoup de médias ont pu le titrer ou le traiter ces dernières semaines. Non, la GDC, comme tout gros salon commercial de ces industries culturelles et pas que, a été, est et sera encore demain un énième terrain de lutte où s'affrontent des intérêts parfois contradictoires, puisque si nombre de travailleurs et de travailleuses de l'industrie du jeu vidéo ont pu prendre la parole dans cet événement qui, sur le fond, faut-il le rappeler, leur est dédié, ce qui justifie en partie la relative liberté qui leur est donnée et la direction donnée à certains panels. Il faut aussi rappeler que sont présents à l'événement les entreprises et autres conglomérats qui drivent l'industrie, pendant que des travailleurs et travailleuses pointaient du doigt leurs craintes face aux IA génératives. De l'autre côté du mur, le studio de jeux Ubisoft présentait à l'événement le futur du jeu vidéo, comme il a été dit, en dévoilant des interactions générées par IA pour les personnages non jouables de leur jeu. Futur du jeu vidéo pour lequel il est difficile, il me semble, de ne pas y voir au bout de nouvelles charrettes de licenciements à venir pour des travailleurs et travailleuses de la narration et des dialogues qui n'auront désormais plus leur place dans le processus de production. Ou les gens, quand les organisateurs de la GDC déclarent qu'il leur est impossible de passer à côté des licenciements de l'industrie cette année, c'est bien, mais quand leur réponse concrète, est d'organiser des séances d'aide au développement des carrières et d'amélioration des portfolios individuellement, excusez-moi, mais c'est à minima du foutage de gueule qui mérite à lui seul qu'on hurle dans un parc, en plus d'être un acte de dépolitisation évident. Mais heureusement, les entreprises qui embauchaient avaient le droit à un petit voyant
crayon lumineux sur l'application mobile de l'événement pour souligner aux participants et aux participantes qu'elles étaient en cours de recrutement, comme c'était le cas pour Amazon Web Services, pour Google, pour Meta, pour Nintendo, pour Roblox, pour Samsung ou encore pour King. Et là, si vous écoutez l'émission régulièrement, vous savez en entendant ces noms que Google, que Meta, que Amazon, que ces entreprises ont largement licencié dans cette industrie ces derniers mois. Nintendo, même chose, puisqu'on a appris avant-hier que Nintendo of America allait à son tour procéder à des licenciements en interne. Oui, ce même Nintendo of America qui soulignait il y a quelques mois que c'était tout à fait normal qu'il n'y ait pas de syndicat en interne, puisque tout le monde s'y sentait parfaitement bien. C'est sûr qu'il n'y a pas de problème avec les conditions de travail quand il n'y a pas de gens pour travailler. Et Playtika, la société Playtika, société israélienne Playtika, qui recrutait aussi à l'événement, 10% de la masse salariale mise dehors il y a à peine 2 mois, ce qui représentait des centaines de travailleurs et de travailleuses de l'industrie. Et je pourrais aussi vous parler encore 10 minutes des nombreuses histoires de harcèlement, de drogue, d'agression et plus encore de participantes de l'événement de la GDC qui reviennent chaque année au sujet du salon. Et encore cette année, je vous passe les détails. Les organisateurs de l'événement faisant de sacrés détours pour souligner que tout ceci n'arrive qu'hors des locaux de la GDC, que c'est scandaleux, mais que bon, voilà quand même. Vous avez vu le dernier trailer du nouveau jeu Marvel là ? Bref, les gens, c'était ça, la GDC 2024, un concentré incristallisable des tensions qui traversent l'industrie du jeu vidéo cette année et qui devrait continuer de la traverser encore ces prochains mois et ces prochaines années. Bref, fin du tunnel pour moi, mais pas fin du tunnel pour les travailleurs et travailleuses du jeu vidéo qui vont devoir lutter encore un moment pour espérer en voir la lumière au bout. C'est la fin des news de cette semaine. On aurait pu aussi reparler de l'IGN Creators Guild. Souvenez-vous, le mois dernier, on apprenait qu'un groupe de 80 travailleurs et travailleuses de chez IGN, le célèbre site de jeux vidéo, s'était regroupé pour former un nouveau syndicat, l'IGN Creators Guild, syndicat dont la vocation première était et est de remettre sur la table les questions des conditions de travail, de la rémunération, de la protection des travailleurs et des travailleuses d'IGN face aux très nombreux licenciements de l'industrie dont on parlait il y a quelques secondes, mais aussi de travailler à mettre en place une meilleure éthique de travail dans l'entreprise, notamment relatif aux questions de diversité des représentations, mais aussi quant aux rapports troubles de l'entreprise à l'armée américaine et aux compagnies pétrolières dont elle se fait régulièrement le relais publicitaire. Et après quelques semaines de lutte et de pétitions en ligne pour lui mettre la pression, la société mère d'IGN, Ziff Davis, avait fini par reconnaître officiellement la formation du syndicat. Et ça, c'était il y a 1 mois, les gens, quelques jours avant d'officialiser le licenciement de Francesca Rivera, de Jess Gill et de Joshua Yale, 3 membres du syndicat, dont la maison mère nous dit officiellement que le licenciement était prévu de longue date, bien avant la formation du syndicat. C'est sans doute totalement une coïncidence du coup que le syndicat lui-même n'ait pas été contacté à aucun moment pour discuter de ces fameux licenciements. Tout au plus, il a été discuté des conséquences de ces derniers, ce qui est évidemment une trahison des engagements qui avaient été pris par la société mère envers le syndicat lors de sa reconnaissance. Trahison très rapide, à peine 2 semaines après la reconnaissance du syndicat. Les mecs avaient clairement pas le temps de l'éthique. Le syndicat s'étant évidemment rapidement fendu d'un communiqué soulignant l'aspect tout à fait politique et volontaire de ces licenciements, non motivé par une quelconque difficulté économique de l'entreprise. Je cite, un choix, pas un besoin, et a déposé une plainte pour pratique déloyale. Affaire à suivre et force aux travailleurs et travailleuses d'IGN, confrontés comme beaucoup d'autres travailleurs et travailleuses de tout un tas d'autres entreprises culturelles dont on a parlé ici, à des tactiques antisyndicales de plus en plus féroces. On continuera de suivre ça dans Soft Power. On aurait pu parler de quoi aussi ? On aurait pu parler de Sofu, cet accélérateur destiné aux développeurs de jeux indépendants lancé par le ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie, comprenait très concrètement la mise en place d'un certain nombre de mesures, de moyens d'aide liés au développement, de mise en place, de mentorat, de facilitation, de relations commerciales. Bref, un soutien direct du gouvernement japonais au développement de jeux indépendants, très centré sur les aspects pratiques de celui-ci, ce qui à tout point de vue est une première au Japon. Je vous passe les détails du programme, mais il est intéressant de constater que cet accélérateur, cet incubateur Sofu a aussi vocation à s'intéresser au développement du cinéma en aidant notamment à la production de courts métrages. On aurait pu et sans doute dû continuer de ne pas du tout parler des premières images de la série Star Wars The Acolyte, dont les aventures se déroulent 100 ans avant la menace fantôme, octroyant à l'origine l'ingrat rôle de relancer la franchise Star Wars et de mettre un coup de pied dans une fourmilière déjà bien écrasée. Sauf que ces premières images sont absolument pas engageantes, même esthétiques,
même énergie, même studio, même utilisation dégueulasse des technologies volume, même dialogue éclaté en mode ce ne sont pas les scénaristes que vous cherchez. Il n'y a rien qui va, absolument rien qui va. Mais écoutez les gens, ça fait plaisir de voir qu'au moins sur les réseaux, peu ont été ou sont encore dupes. Résultat, une section commentaires très rapidement fermée sur la chaîne Star Wars officielle où a été postée la bande-annonce pour être mieux rouverte quelques jours plus tard. Je vous invite à lire les commentaires, hein. Beaucoup sont très très drôles, d'où aussi le ratio pas tout à fait favorable, on va le dire comme ça, de pouces bleus et de pouces rouges, hein, puisque la bande-annonce a récolté la très modique somme de 75% d'avis négatifs, ce qui peut parfois vous faire élire quand même président de la République, j'en conviens, mais qui dans le cadre de la franchise Star Wars me paraît, il me semble, assez signifiant. Moi qui attendais que les amateurs et les amatrices de la franchise se décident enfin à former un syndicat, une équipe de MMA ou à devenir eux-mêmes et elles-mêmes des Jedi afin de rétablir l'équilibre de la Force, écoutez, les gens, c'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien, il me semble. On aurait aussi pu revenir sur ce vrai faux scandale du final de l'émission Danse avec les stars d'Internet, variante de la célèbre émission de TF1, mais sur Twitch, initiée par le créateur de contenu Michou. Vrai faux scandale à un nez du fait que le dernier épisode de cette émission Twitch se déroulera finalement exclusivement sur TF1 en seconde partie de soirée, ce soir précisément. Quoi, mais la télévision a vaincu Internet va mourir, Natacha Saint-Pierre présidente. Alors oui, bon, d'accord, mais petit rappel quand même que Danse avec les stars d'Internet a toujours été une production TF1, codiffusée sur TF1+, et sur Twitch, partageant très largement ses équipes de production avec l'émission originale et faisant sans masque partie de la grande stratégie mise en place par TF1 de pousser son service de streaming maison et d'investir les communautés en ligne. A fortiori qu'il me semblait qu'on était un petit peu passé à autre chose dans ce débat Internet-télévision, a fortiori si c'est pour finalement considérer que seul le canal de diffusion d'une œuvre fait office de critère différenciant, alors qu'il y aurait pourtant tant à faire vis-à-vis de la nouvelle grammaire de ces nouveaux canaux. Bref, on aurait pu parler de Disney+, les gens, qui s'est offert ces derniers jours une partie de la franchise Macross / Robotech / on comprend rien, vaste empire d'œuvres audiovisuelles aux ayants droit différents et souvent très remontés les uns contre les autres, empêchant principalement l'univers Macross de s'étendre à l'étranger pendant des décennies. Sauf que ça, c'était avant un accord des ayants droit, enfin, pour une exploitation précisément de leur bout de franchise à l'étranger, et ce sera chez Disney+ que ça se passe. Il y aura du Super Dimension Fortress Flashback, du Macross+, du Macross Dynamite, du Macross Delta, du Macross Frontier. Bref, un total de 120 épisodes, et ce, disponible avant la fin de cette année. Plutôt une chouette nouvelle, donc, même si on pourra toujours râler ça et là, et à raison par ailleurs, que tout ne sera pas disponible partout de la même façon en même temps, et que la série originale, elle, n'y sera pas. Mais écoutez, un gruyère à trous ne vaut-il pas mieux que des trous tout court, je vous le demande. Voilà, on aurait pu aussi parler des premières images de Beetlejuice 2, mais y trouver là de l'intérêt, ce serait un extraordinaire acte de foi pour lequel je suis définitivement pas prêt. On aurait pu aussi faire le tour des chiffres du SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique, qui cette semaine a fait le point sur le marché français de la musique enregistrée, un marché en pleine croissance avec une hausse de 6,2 points par rapport à 2022, ce qui fait du marché français encore aujourd'hui le 6e marché mondial de la musique enregistrée, et toujours avec une étonnante vitalité, il faut le dire, du format physique. GG aux artistes, il n'y a plus qu'à les payer maintenant. On aura pu parler de l'annonce de DreamWorks Animation de réduire considérablement ses équipes d'animation dans les prochains mois. On parle de centaines de personnes, mais attention, pas de licenciement. Rappelez-vous, on parle d'attrition naturelle. Toujours aussi agréable cette expression, attrition naturelle, je le redis, en mode ASMR évidemment, attrition naturelle. Bref, qui est-ce qui avait raison ? Celles et ceux qui se sont syndiqués pour se protéger au maximum. Voilà, on aurait pu parler du très mauvais lancement aussi du jeu Dragon's Dogma 2. J'aurais pu vous parler des heures aussi de mon intense déception devant la série Problème à 3 corps de Netflix. Pourquoi ? Vraiment, pourquoi vous avez fait ça ? Aucune idée, mais afin d'éviter que je parte dans un énième long tunnel de parce que, je vous propose de passer sans transition aucune aux recommandations de cette semaine. Elle fait son boulot. Là, dès qu'on va toucher la note, le son va démarrer comme ce que j'ai ici. Et on va pouvoir avoir 2 niveaux d'enfoncement différents, donc un enfoncement, premier enfoncement et puis l'équivalent de ce qu'on appelle un aftertouch. Et en plus, chaque note va avoir un déplacement latéral qui va permettre de faire un vibrato. Et ça, pour chacune des notes, de face à un déplacement. Le vibrato, juste pour exprimer ce que c'est, pour voilà, ça vibre autour de la note, quoi.
Pour bien commencer les recommandations de cette semaine, je vous propose de refaire un tour du côté de la décidément passionnante chaîne Monte le son sur YouTube, qui cette semaine s'est offert un long entretien de presque 2 heures avec Christophe Duquesne, créateur français d'instruments, auquel Hans Zimmer, un petit compositeur de musique de film qui devrait pas tarder à percer, a fait appel pour créer la musique du film Dune Part 2. Oui, c'est littéralement passionnant. La discussion regorge d'informations sur l'envers du décor de ce qu'a été la recherche de composition originale pour le film, du travail de sound design. Christophe Duquesne revient sur l'important travail d'équipe qu'a été cette expérience américaine, sur la nécessité de travailler sur l'émotion avant toute chose. Vous allez voir et entendre, c'est assez fascinant. C'est pas seulement qu'une façon de parler, et sur la dévotion complète de l'équipe au projet filmique avant tout, et tout ça avant de présenter ensuite tout un tas de matériel pour parler son, pour parler technique et pour parler de son métier aussi de créateur d'instruments. Gros contenu de qualité, encore une fois. Je suis pas sûr d'avoir tout saisi, mais le sujet est tellement intéressant et Christophe Duquesne tellement passionné que les 2 heures de vidéo ne m'ont semblé être qu'une. Peut-être parce que je l'ai regardé en x2. Ceci dit, c'est possible. Bref, les gens travaillaient sur la bande originale de Dune 2 avec Christophe Duquesne. C'est sur l'excellente chaîne Monte le son que ça se passe. C'est sans doute le lieu le plus populaire du parc. Il n'est généralement qu'un lieu de passage dans des films très souvent moyens, la plupart du temps des comédies romantiques. Mais il a quand même le droit à son heure de gloire dans John Wick 2, dans une scène finale où le temps s'arrête, littéralement. Jonathan. Winston. Central Park est une anomalie, et c'est ce qui lui confère ce charme unique. Profiter d'un parc aussi immense au beau milieu d'une zone ultra urbanisée, ça offre un contraste assez saisissant. Le parc est d'ailleurs entouré de musées. Le fameux Met, le plus grand musée d'art des États-Unis, le Guggenheim et son architecture unique. Cette semaine, la chaîne Réservoir Vlog n'a jamais aussi bien porté son nom, puisque pendant une trentaine de minutes, le vidéaste va littéralement proposer un vlog de son récent voyage aux États-Unis, et notamment à New York, mais un vlog thématique qu'il va constamment relier aux représentations de la grosse pomme dans les œuvres audiovisuelles américaines, que ce soit par ses représentations de la nuit new-yorkaise, ses rues parfois malfamées, son parc central ou ses bouches de métro en plastique collées en plein Montréal pour bénéficier des incitations fiscales canadiennes. Réservoir Vlog explore la ville de New York comme il explore Friends, comme il explore Vanilla Sky, Fast and Furious 8, Birdman, Gangs of New York, Spider-Man 3 ou encore Taxi Driver et autres Fisher King. Un bien chouette petit voyage pour lequel il faisait bon temps de ne pas oublier ni son appareil photo, ni définitivement sa caméra. Comprendre New York à travers le cinéma, c'est sur la chaîne Réservoir Vlog que ça se passe là aussi. Lien en description. Par exemple, pour Moon, le héros, il était nécessaire de concevoir des éléments iconiques et reconnaissables afin qu'il se démarque. C'est le cas dans la plupart des héros de shonen. Naruto avec sa tenue orange et ses marques sur les joues, la coupe de cheveux de Sangoku, Edward Elric avec son bras mécanique et sa veste rouge. En ce qui concerne Moon, c'était sa coupe de cheveux, mi-long sur le dessus et court sur les côtés, ainsi qu'un dégradé à blanc à l'arrière. Un bon gros mulet des familles. Je m'en branle. Ainsi que son long manteau blanc. Ces éléments permettent de le distinguer de près comme de loin, quel que soit le plan utilisé. Et cette méthodologie s'applique à tous les personnages principaux. Mais je dois avouer qu'on a bien galéré sur un personnage en particulier, la reine. On a bien dû réaliser une 20aine de versions avant d'en arriver au résultat final, et ceci quelques jours avant d'attaquer les planches. C'est un personnage particulier car il doit inspirer la peur, physiquement déjà elle est gigantesque, donc ça passe par la carrure et aussi par l'atmosphère qu'elle dégage avec cette présence menaçante. Non sans mal, on a réussi à se mettre d'accord sur une version et je pouvais ainsi attaquer les planches pour accompagner le dossier de présentation. Ces planches-là, elles sont très importantes car elles définissent l'entièreté du style du livre. C'est une promesse que l'on fait au lecteur qui doit être tenue de bout en bout. À cette étape-là, j'ai appris pas mal de trucs comme par exemple éviter les nœuds graphiques. Petite vidéo très sympa de la chaîne Nevan & Co sur un sujet tout simple. Le vidéaste nous parle de l'histoire de la création de son premier manga, du quasi-abandon de son rêve d'en produire un à la sortie inespérée de sa première œuvre. Une vidéo qui met du baume au cœur, même si elle est très construite comme une vidéo motivationnelle, mais une vidéo aussi qui nous montre au moins en partie l'envers du décor de la création d'un manga, du rapport à l'éditeur, au storyboard, à la nécessité de travailler encore et toujours son trait, même si le vidéaste a un sacré coup de crayon, il faut le dire, vous verrez. Non, vraiment, c'était plutôt cool à regarder, c'est très court, c'est doublement recommandé.
Bienvenue dans le mode théorique. Comme vous le voyez, on a un peu bossé la déco, donc voilà, j'espère que vous saurez l'apprécier. Bon, plus sérieusement, j'ai quand même quelques théories sur le pourquoi du comment de la mort du Walking Simulator. Évidemment, ce ne sont que des hypothèses, mais je vous propose qu'on les explore ensemble et qu'on voit si ça tient debout. Hypothèse 1, le Walking Simulator est mort parce qu'il est déjà arrivé au bout de ce qu'il pouvait proposer. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas recommandé de nouvelles vidéos de la chaîne Game Next Door, au moins depuis la dernière en date, j'imagine. Et c'est toujours aussi bien, puisque cette semaine, l'équipe de Game Next Door revient sur la question du Walking Simulator. Ces jeux construits avant tout autour de l'atmosphère et de la découverte d'un monde, et qui bien souvent vous invitent à marcher pour le vivre pleinement. Un genre qui avait eu son petit succès dans le courant des années 2010, avant de mystérieusement plus ou moins disparaître il y a quelques années. Mystérieusement, ce n'est pas un mot acceptable pour l'équipe de Game Next Door qui cette semaine s'est donné pour mission d'enquêter sur celui ou celle qui a tué le Walking Simulator. Un voyage dans l'apparition historique du genre, dans ses mécaniques, dans ses rapports avec la scène indépendante et avec l'émergence de narrations très marquées et très visibles dans le jeu vidéo de ces années-là, avant de se poser quelques minutes sur les causes probables de la quasi-disparition d'un genre. Cause que je ne vous spoilerai pas pour que vous alliez voir la vidéo. Est-ce que j'ai déjà dit que c'était bien ? Voilà, je le redis, c'est fait. Qui a tué le Walking Simulator chez Game Next Door ? C'était la dernière recommandation de cette semaine. Voilà, c'est la fin de Soft Power. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi 10h midi, pour la 50e de l'émission. 50 émissions, les gens, j'en reviens pas moi-même. Incroyable, un projet que j'ai pas laissé tomber au bout d'un an. C'est incroyable. Si vous êtes arrivé en cours et que vous souhaitez rattraper le début de l'émission ou que vous souhaitez réécouter les anciens numéros, direction le format audio sur toutes les plateformes de podcast et le format vidéo cette fois sur la chaîne YouTube Lex Tutor VOD. Tous les liens en description. Je vous remercie d'avoir été présent et présente aujourd'hui pour ce 49e numéro de Soft Power, votre matinale pop culture préférée de Gotham City à l'exception de toutes les autres. On se retrouve la semaine prochaine pour le 50e numéro. En attendant, vous le savez, regroupez-vous et prenez soin de vos proches. Allez, ciao!